Le cœur de notre métier, c'est le documentaire. Pour retrouver toutes nos productions et accéder à nos contenus exclusifs, téléchargez d'urgence l'application Omerta. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Entretien. Je suis ravi de vous revoir aujourd'hui pour cette rentrée. Premier entretien de la rentrée et merci à vous d'être toujours aussi nombreux. Vous êtes, on a découvert encore ce matin, 229 000 présents abonnés sur notre chaîne YouTube. Je rappelle à ceux qui sont abonnés sur notre chaîne YouTube que nous avons aussi une application Omerta à télécharger. Ça coûte 5 € par mois et c'est là que vous pouvez voir le cœur de nos métiers, c'est-à-dire les documentaires. Il y en a plein qui vont sortir à la rentrée. On vous tiendra au courant de tout ça. Bref, une rentrée très chargée qui tient à une chose, c'est qu'on n'a pas pris de vacances. En fait, on a monté les docus, on est parti en reportage. On n'a quasiment pas pris de vacances, donc Omerta a été sur le pont tout le temps. Vous allez pouvoir accéder à ça très bientôt. Pour ce premier entretien, grand entretien de la rentrée, je reçois Jean-Michel Fauvergue. Alors Jean-Michel Fauvergue, bonjour. Bonjour Régis. Alors je vais vous vous présenter. Certains de nos auditeurs vous connaissent déjà. Vous avez une carrière absolument incroyable, très longue. Donc je vais rappeler les principaux moments. Vous rentrez dans la police en 1984 et alors vous allez donc passer une grande partie de votre vie dans cette police. Vous gravissez les échelons, 1986 commissaire. Et là, et j'aurai une question là-dessus, mais je vous présente d'abord, Nouvelle-Calédonie 91, 2001 c'est l'Afrique, attaché de sécurité à l'ambassade de France, Mali, Bamako au Mali, puis Libreville au Gabon. En 2007, vous avez dirigé, et ce sera aussi l'objet d'une de mes questions, l'Office central pour la répression du trafic des migrants irréguliers et l'emploi des étrangers, à la direction centrale de la police aux frontières. Donc on va y revenir. 2013, vous arrivez à la tête, vous dirigez le RAID. Et le 9 janvier 2015, avec vos hommes, vous menez l'assaut sur l'hypercachère contre Amélie Coulibaly. Vous libérez les otages. Le 13 novembre, vous êtes aussi au Bataclan. Et le 18 novembre, vous dirigez aussi l'assaut contre l'appartement de Saint-Denis, dans lequel avait trouvé refuge Abdelhamid Amaoud. Ouais. Donc voilà, une série d'événements entre 2013 et 2015 qui vous ont amené vraiment dans le feu de l'action. 2017, vous quittez vos fonctions et vous rentrez en politique pour devenir député En Marche. Alors, première question toute simple. Vous ne vous êtes pas représenté aux élections en 2022. Qu'est-ce que vous avez retenu de votre passage en politique ? Alors, moi j'ai beaucoup aimé ce passage en politique, mais c'était une espèce de continuité. Bon, d'abord, ça s'est fait un peu par hasard sur des connaissances communes avec le président actuel, avec Emmanuel Macron, qui fait que on m'a demandé à un certain moment, quand le président était candidat à la première élection, ainsi qu'à la seconde aussi, mais à cette époque-là, c'était à la première élection, eh bien, j'ai travaillé sur son programme, sur son programme sécurité. Je n'étais pas le seul, hein, on était quelques-uns. Et donc, ça s'est fait comme ça. Et après, dans la foulée, de manière tout à fait naturelle, je me suis présenté aux élections de députés. Et les choses se sont enchaînées comme ça, avec cette proximité intéressante avec l'homme d'État, avec Emmanuel Macron, avec l'ensemble des gens qui étaient autour de lui. Donc j'étais un peu dans ce creuset-là, et ça c'est très intéressant. Et ça m'a beaucoup intéressé, de voir comment fonctionnait l'appareil d'État, les coulisses du pouvoir, autour d'un homme, comment les choses s'organisaient, ou se démolissaient, peut-être qu'on en parlera aussi. Oui. Et ça, c'était important. Ensuite, j'ai fait mon job de député en tant que député très spécialisé dans la sécurité. Donc j'étais au contact très proche de tous les ministres de l'Intérieur, avec une vraie et belle relation avec le dernier, Gérald Darmanin, qui a beaucoup fait évoluer les choses en termes de sécurité, malheureusement dans un gouvernement où il était isolé.
Et puis, j'ai porté une loi avec ma collègue Alice Toureau, députée de la Drôme, porté une loi sur la sécurité globale, une grosse et belle loi qui parlait à la fois des forces de police étatiques, gendarmerie, police, etc., mais des polices municipales, la restructuration des polices municipales, la sécurité privée, qui nous a bien servi d'ailleurs pendant les Jeux Olympiques et qui nous sert toujours. Et tout ça, ça a été vraiment du travail très important, très fort, qui m'a permis de marquer un certain nombre de choses, en tout cas, qui a fait en sorte que j'ai continué mon action d'une quarantaine d'années de policier par la politique. C'était exactement la même démarche, c'est-à-dire servir la sécurité de mes concitoyens, la sécurité des Français. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle « La sécurité des Français ». Voilà. Mais j'ai véritablement beaucoup aimé. Alors la question qui arrive après, normalement, c'est pourquoi vous n'êtes pas représenté, c'est ça? Si vous voulez, non. Moi, non. Ma question qui arrivait après, c'était plutôt quand on vient d'un milieu très hiérarchisé. Moi, j'ai entendu des généraux, des officiers supérieurs, reconvertis ou en politique ou dans le civil, qui disent que c'est beaucoup plus dur, que le milieu est beaucoup plus sauvage, que quand il y a des règles qu'on connaît, vous êtes à la tête du raid, vos adjoints vous reportent. Là, la politique, c'est un monde où il n'y a pas de règles. J'irai évidemment dans ce sens, parce que c'est la réalité des choses. Quand vous partez à la tête de vos équipes du raid sur des preneurs d'otages dans des situations où plus personne d'autre ne va, vous avez à ce moment-là personne pour interférer, personne pour, excusez-moi l'expression, pour vous emmerder. Parce que la situation est telle qu'on a besoin d'un spécialiste, on vous lâche la bride et on va sur ces situations-là. Et moi j'en ai connu quelques-unes, puisque c'était... commander le raid de 2013 à 2017, c'est la période où la France a été le plus attaquée au niveau terrorisme. J'espère que ça ne reviendra pas à ces niveaux-là. Et donc, voilà, vous avez toutes les manettes, vous avez les meilleurs pour cette mission-là autour de vous, qui ont été sélectionnés au fur et à mesure du temps. Vous avez l'entraînement, vous avez les stratégies, les process d'intervention, vous avez le matériel. Donc, en fait, en réalité, même si la mission est délicate, difficile, les choses se mettent en place. Et ensuite, après, ça fonctionne pas. Ça, c'est autre chose. Tandis qu'en politique, c'est très difficile. Je suis en train de travailler sur un bouquin dont le titre provisoire, j'espère qu'il sera définitif, c'est « Osons le courage ». Et j'essaie de décortiquer dans une partie du bouquin tout ce que j'ai connu en politique là-dessus. En politique, il y a l'intention du politique. On ne peut pas dire qu'à chaque fois, les politiques sont nuls. Ce n'est pas vrai. Ils ont des intentions. Pour la plupart d'entre eux, ils ont des intentions, des envies de faire. Ils ont des programmes dans la tête. Ils voient à peu près où ils veulent aller. Par contre, ils se heurtent aussi à tout un tas de trucs. D'abord aux oppositions, ensuite à d'autres... à des cours suprêmes, des conseils constitutionnels qui vous strafent une partie des lois, etc. Ils se heurtent aussi tout simplement à l'opinion publique, à la rue qui va manifester dès que vous baissez telle allocation pour augmenter l'autre, etc., etc. Vous vous heurtez à des tas de choses qui font en sorte que c'est difficile d'arriver jusqu'à là où on voulait arriver quand on est homme politique. Et c'est peut-être ça que disaient vos militaires. En tout cas, moi, ce que je dis, c'est difficile parce qu'il y a un tas de contre-pouvoirs formels et informels. Dans le cadre des pouvoirs informels, les partis extrémistes, les ONG, certaines associations. Bien sûr, dans le cadre de l'immigration. Un certain nombre de trucs qui vous empêchent de... Et là, c'est difficile. Après, vous avez l'ambiance, effectivement, où vous avez plus d'ennemis que d'amis, quoi. Les copains, c'est rare. Quoique, moi, j'ai trouvé quand même... un cocon dans lequel on a bien rigolé, et avec des gens avec qui hommes comme femmes, avec qui j'ai des relations. Bien sûr. Voilà. Alors, on va revenir sur la question du défi sécuritaire, parce que c'est vraiment votre partie. On va prendre un petit pas de côté pour aller, puisque j'ai expliqué dans votre parcours que vous avez été en Nouvelle-Calédonie en 1991. C'est un défi sécuritaire aussi. Mais sur la Nouvelle-Calédonie, comment vous jugez, vous qui avez été là-bas, ce qui s'est passé, et on va le dire sans embâge,
est-ce que vous voyez aujourd'hui un avenir pour ce bout de terre dans la République? Oui, pour répondre directement à la deuxième question, mais je vais développer. La Nouvelle-Calédonie, moi je l'ai connue comme directeur adjoint de la sécurité publique à l'époque, après les attentats d'Ouvéa. Après l'attentat d'Ouvéa, on était sur une période qui politiquement se calmait. Les accords de Matignon. C'est ça, voilà. Qui politiquement se calmait. Mais qui socialement était hyper tendu parce que vous avez là-bas un syndicat qui s'appelle l'USTKE, l'Union des syndicats des travailleurs kanaks et des exploités, qui en fait est un syndicat indépendantiste et qui tendait tous les conflits sociaux à l'époque. Moi, je suis beaucoup intervenu sur les conflits sociaux. En fait, la Nouvelle-Calédonie... j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps parce que je suis directement intéressé. J'ai vécu 3 ans, j'ai aussi de la famille qui est là-bas. Et je me suis dit, et c'est une réflexion que j'entends pas ailleurs, je me suis dit, est-ce que les accords qui ont été signés à l'époque, c'est-à-dire les accords de Matignon, ensuite les accords de Nouméa et les accords de Paris, ont été des accords réels qui ont rétabli la paix sociale ou ont juste été des accords de procrastination où on a renvoyé les choses à des référendums. Voilà, qui ont eu lieu. Et la réponse que malheureusement j'ai apportée, c'est que moi il me semble que c'est on pensait que ça réglerait les choses, mais il me semble qu'avec le temps, on est sur la procrastination et c'est quelque chose qui nous a explosé au visage. En particulier, vous savez que les accords de Nouméa, qui ont été finalisés à Paris, les accords de Nouméa à Paris, ont prévu 3 référendums d'autodétermination. Les 2 premiers, où tout le monde a participé, ont donné oui, on reste dans la France. Et le dernier a été boycotté par les indépendantistes. Parce que la question du Covid. Oui, là, il y a la gestion invoquée. du Covid, etc. Mais surtout le fait que se profilait une 3e défaite. Et donc... est-ce que ce sont des mauvais perdants? Est-ce que Oui. c'est toujours et puis maintenant ça sert de prétexte. Oui, il y a eu 2 référendums, mais le 3e on ne peut pas le compter, etc. Donc il faut. En fait, en réalité, on va tout le temps avec la Nouvelle-Calédonie rejouer le match. Et ça, c'est pas viable pour ce territoire-là. Ça, c'est la première chose pour laquelle ça n'est pas viable. Et donc, on a vu la manière dont s'est passées les choses. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, la deuxième chose pour laquelle ça n'est pas viable, c'est que vous êtes dans un territoire grand comme la moitié de la Belgique. Grand comme la moitié de la Belgique. La Belgique, c'est 11 millions d'habitants. Peuplé par 270 000 personnes. C'est-à-dire que le système économique de la Nouvelle-Calédonie tel qu'il est n'est pas viable parce que la Nouvelle-Calédonie est un désert, malgré les richesses. Et d'ailleurs, vous avez vu que ces richesses qui ont été partagées au moment des accords de Matignon, en fait, en termes de nickel, ça ne fonctionne pas, les usines sont ruinées pour l'instant, donc il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Alors, est-ce que la Nouvelle-Calédonie doit et peut rester dans l'ensemble français? Elle le doit parce que la France, ce n'est pas juste la France métropolitaine. La France, traditionnellement, comme d'autres pays d'ailleurs, c'est une France qui est à la fois sa partie métropolitaine et tous les archipels, les autres territoires qu'elle possède. Moi, je connais bien la Guyane, je connais un certain nombre de territoires. La France, elle est faite de ces diversités-là. En plus, la France, elle a une influence à l'international, et cette influence, elle sert aussi l'Europe, puisque la France fait partie de l'Europe. Et donc, il faut évidemment garder ces parties de territoires qui sont devenus français et qui donnent à la France aussi le premier territoire, la première surface maritime du monde. C'est quelque chose d'absolument important. Et la Nouvelle-Calédonie a un rôle important à jouer dans l'Indo-Pacifique sur lequel on veut incrémenter donc la France et en particulier aussi l'Europe derrière. Donc oui, bien sûr. Est-ce qu'elle a les moyens de le garder? On voit que tout simplement, la Calédonie, après les émeutes qu'il y a eu, qui sont des émeutes qu'on a connu en France, de la même manière. Vous pensez que c'est la même engeance? C'est le même genre de choses,
plus se rajoute le prétexte indépendantiste, etc. Mais vous voyez aujourd'hui que les indépendantistes ne sont pas tous d'accord sur la manière dont les choses ont été faites et veulent en sortir. Et en ce moment, ils s'opposent. Et ça, on l'aura tout le temps. Mais cette destruction du peu d'économie qu'il y avait, de cette discrétion du territoire, fait que la Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, se retrouve encore plus dépendante de la France. Et sans la France, la Nouvelle-Calédonie ne pourra pas faire grand-chose, si ce n'est de se retourner vers des puissances comme la Chine, qui rapidement vont l'envahir, peut-être pas envahir le pays, mais économiquement c'est sûr. Il va y avoir une dépendance. Donc oui, à la fois la Calédonie doit rester dans l'ensemble français, mais oui, la Calédonie a un avenir dans l'ensemble français, et il va falloir la reconstruire. Et face à cette reconstruction-là, demander peut-être des contreparties qu'on n'avait pas demandées auparavant, en espérant que, en procrastinant, les choses s'arrangent d'elles-mêmes. D'accord. Ouais. Alors, je reviens sur le territoire métropolitain. En avril dernier, un rapport du SSMSI, Service de statistique du ministère de l'Intérieur, qui s'est intéressé, s'est penché sur les refus d'obtempérer. Il a établi que depuis 2016, on est, je ne vais pas donner les chiffres pour les années, mais on est au-delà de 20 000 refus d'obtempérer par an, soit un toutes les demi-heures. Et surtout, quand on scrute ce rapport, on voit qu'il y a 12 refus d'obtempérer aggravés par jour, du type de celui qui a tué le gendarme Éric Commun. Comment vous expliquez ça? Il y a quelques années, il me semble, ce n'était pas un sujet, enfin, ça existait, mais 20 000, 12 graves, entraînant des conséquences et des blessures, la voiture, c'est en train de devenir une arme anti-flic ou une arme... Comment on peut expliquer ça? Vous aviez aussi, effectivement, ça, on ne l'avait pas il y a quelques années. Moi, je le connaissais moins quand j'étais flic. On ne l'avait pas il y a quelques années. On avait quand même, on en avait un peu quand même. Bien sûr, je ne dis pas que ça n'existait pas, mais là, avec cette violence-là. Mais on n'avait pas non plus des rodéos. On n'avait pas non plus cette contestation de tous les instants, de tout type d'autorité. Ça, on ne l'avait pas. Ça nous est dû à notre système de vie actuel, peut-être les réseaux sociaux, peut-être la contestation permanente, peut-être aussi un certain nombre, peut-être un mélange de tout, un certain nombre aussi de contestations politiques, de contestations syndicales, de contestations dans la rue, qui prennent rapidement des orientations violentes. Donc les refus d'obtempérer suivent cette évolution-là. Aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce qu'il y a d'important à savoir, c'est qu'il y a une espèce d'inversion des valeurs. C'est-à-dire que le flic, pour certains, et c'est véhiculé par des partis politiques, représentés ou non à l'Assemblée nationale, c'est véhiculé par des syndicats, c'est véhiculé par des ONG, c'est véhiculé par des associations, par tout un tas de porteurs de voix qui sont minoritaires mais qui portent beaucoup. Et cette idée d'inversion de la tendance, une espèce d'idée orwellienne qui veut que le flic soit le coupable et que c'est lui qui crée de la... C'est lui qui crée de la violence. Qui crée de la violence. C'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Mais bien sûr, mais ça c'est rentré dans un certain nombre d'esprits. En particulier, ça rentre assez facilement dans l'esprit de personnes qui sont... hors la loi, à la limite de la loi, ou qui profitent des trafics, qui roulent sans permis, etc. Donc, plein de ces idées-là, ils arrivent à ne pas obtempérer aux injonctions des policiers ou des gendarmes. Il y a cette explication-là. Une deuxième explication qui, à mon avis, est importante, c'est que on a, il faut bien le dire, une absence de pénalité ferme sur ces faits-là, ou sur d'autres faits qui sont antérieurs, mais s'ils avaient été punis à l'origine, peut-être que les comportements auraient changé. Toujours une justice trop laxiste. Je pense qu'on a une justice non seulement trop laxiste, et aujourd'hui c'est important de le dire, mais qui est particulièrement hors sol.
je dis pourquoi aujourd'hui c'est particulièrement important de le dire, parce qu'on a cette affaire du gendarme à Mougins qui s'est fait écraser par un délinquant. Parce qu'il faut l'appeler par son nom, un délinquant aussi. Il y en a marre d'appeler des chefs d'inculpation liés à des irrégularités sur la route. Tout à fait. Et il a 10 chefs d'inculpation, c'est un délinquant, il a tué et voilà, et il était sous les coups d'une suspension de permis de conduire. Bon, ça c'est la première chose. Mais vous avez un deuxième fait qui est apparu, qui n'est pas sur un refus d'obtempérer, mais c'est ce délinquant-là qui faisait des roues arrière et qui a tué cette petite fille. La petite Camilla. Et dont on a appris hier, pendant que le papa déclarait la mort de sa fille, que le délinquant qui l'avait tué était remis en liberté par un JLD, par un juge des libertés et de la détention. Contrairement à ce qu'avait demandé le parquet et le juge d'instruction. C'est-à-dire que vous avez, au sein de cette justice de temps en temps, des gens qui sont hors sol, qui vont vous dire non, mais les textes prévoient ça, donc on va faire comme ça. Sauf que dans la justice, ce qu'on lui demande, c'est d'individualiser les choses. Ils se revendiquent souvent, les magistrats, de ça. Individualiser les choses, ça veut dire que prendre aussi les circonstances et les circonstances humaines des choses. Aujourd'hui, quand vous analysez, vous êtes observateur de ce qui s'est passé, vous observez d'un côté qu'il y a une petite fille qui est morte, percutée et que le jour de sa mort, celui qui l'a tuée est dehors. Ça pose problème quand même. Même si ça peut s'expliquer par des textes, etc., qu'on peut tordre dans tous les sens, mais on peut le tordre aussi dans l'autre sens pour incarcérer. Et cette absence de punition immédiate interagit aussi sur le délinquant, qui se dit c'est open bar, et il n'y a pas de raison de s'arrêter, ou alors tout simplement qui se dit rien. Il dit ouais bon, ça n'a pas l'air très grave puisque je ne suis pas condamné. Enfin voilà, il ne se passe rien dans son cerveau et il va continuer à agir de la manière dont il est. On ne donne pas le stop pour qu'il agisse différemment, pour qu'il se pose des questions. Voilà, ça n'existe plus dans notre société. Et quand un État, et la justice, c'est le pouvoir le plus solide que peut avoir un État. Quand un État, c'est pas les policiers, les gendarmes ou l'armée, c'est la justice qui est importante. Quand un État ne possède plus sa justice, aujourd'hui, personne ne tient la justice. Et quand un État n'a plus de justice, eh bien, il y a rien qui est régulé. Il n'y a plus rien qui est régulé. À tous les niveaux. Au niveau criminel, au niveau pénal, au niveau des sanctions économiques. S'il n'y a plus de sanctions, l'État ne peut fonctionner. Justement, à propos, pour revenir un petit peu sur cette, on va dire, dérive, enfin en tout cas d'une partie de la société, au début de l'été, il y a eu les 1 an, pas très loin avant les Jeux Olympiques, mais une sorte voilà, des émeutes avec une prise de parole de la mère de Naël, l'adolescent qui roulait sans permis, qui a été tué donc au début de ces émeutes et qui a provoqué, dont la mort a provoqué ces émeutes. Et elle disait qui n'a pas roulé sans permis, qui n'a pas fait de refus d'obtempérer dans sa vie, comme si c'était ce qui traduisait un écosystème dans lequel les règles ne sont plus les mêmes que pour le reste de la société. Comment est-ce qu'on peut lutter contre ça ? On est dans une inversion. Alors, elle est voulue par certains, on l'a vu tout à l'heure, enfin je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi elle s'incrémente dans les esprits en disant c'est tout naturel, qui c'est qui n'a pas fait ça, qui c'est qui n'a pas fumé un joint, qui c'est qui n'a pas fait ça. Bien sûr. Et c'est ce qu'elle est en train de nous dire. En fait, non, je pense qu'il doit y avoir un choc, une espèce de... vous savez, quand on met les trucs cardiaques pour faire repartir le cœur, il doit y avoir un choc comme ça qui est nécessaire. Il faut avoir le courage de dire non, c'est pas comme ça que ça se passe. Si on veut vivre en communauté, il y a des respects et des règles à avoir. Sinon, je prends ma bagnole et je roule à contresens et voilà. Donc, il faut avoir des respects. Et cette mère de Naël qui a été tuée, cette mère-là, c'est compréhensible qu'elle ait de la colère et de la douleur, mais ce n'est pas compréhensible de dire ça. Et puis, dans l'affaire Naël, comme dans d'autres affaires, quand vous avez un refus d'obtempérer,
volontaire, que ce soit sur un jeune individu de 17 ans, donc 17 ans, Ouais. pas peut-être permis de conduire, ou que ce soit n'importe quel autre individu, quand c'est volontaire, on se sert de la voiture comme d'une arme. Parmi les policiers. Et s'il se passe un drame comme il s'est passé à Infernal, les responsables, là aussi, il n'y a pas d'inversion à avoir. Il faut rétablir l'équilibre des choses. Les responsables, en premier, c'est celui qui conduit la voiture, quel qu'il soit. En second, peut-être aussi ceux qui ont la responsabilité parentale des choses, pour ne pas avoir éduqué leurs enfants dans le sens des règles. C'est ça les deux premiers. En troisième lieu, on en a parlé aussi, c'est peut-être la justice qui ne punit pas à la première incartade. Peut-être que la sanction à la première incartade est aussi formatrice d'une manière à penser qui va ensuite faire en sorte que les gens vont respecter les règles. Ça, c'est en trois. Et puis, vous avez aussi toute une espèce de pan de société qui se dépêche à un certain moment d'approuver ce type de choses-là, que ce soit les people, que ce soit les sportifs, que ce soit d'autres types de personnes qui sont porteurs de voix, qui vont dire ouais, voilà, mais qui, quand il y a un policier mort ou un gendarme mort ou un simple citoyen dans son droit qui meurt, ils sont silencieux. Est-ce qu'on a vu quelqu'un de ce milieu-là, dans la petite Camilla? Est-ce que pour l'instant, personne n'a réagi? Personne. Pourtant, Mbappé, un petit ange parti trop vite pour Naël. Oui, je veux pas non, mais on ne va pas l'accabler, mais il faudrait aussi que... Oui, il faudrait que dans l'autre sens, ça soit la même chose aussi. Surtout quand on représente quelque chose. Oui, parce que c'est des porteurs de voix et c'est des influenceurs. Bien sûr. Important. Il faut qu'ils aient conscience de leur rôle et dans les deux sens. Et respecter la société, c'est ça aussi. Alors, ces aberrations, vous avez décrit justement cette petite dont le père annonce le décès au moment même où l'auteur du crime est libéré. Il y en a beaucoup en France. Je vais revenir en 2007, je l'ai dit, vous avez donc dirigé l'Office central pour la répression du trafic des migrants irréguliers, l'emploi des étrangers. La question des OQTF, par exemple, empoisonne la vie politique française et la vie de nos concitoyens. On se rend compte que souvent, des attaques au couteau ou des viols, etc., sont commis par des personnes qui n'ont rien à faire sur notre territoire. Pourquoi est-ce qu'on connaît tant de difficultés à mettre à exécution les OQTF? Je rappelle qu'en Angleterre, ça existe, ils sont beaucoup plus efficaces, en Allemagne aussi. Pourquoi nous là, ça s'est amélioré, il y a eu une prise en... Voilà. Mais pourquoi est-ce que c'est toujours aussi difficile de mettre en application des choses qui, normalement, devraient aller de soi? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Moi, j'ai dirigé l'office... L'OCRIES, ça s'appelle. L'OCRIES, oui. Ça s'appelle maintenant l'Office de la lutte contre les réseaux d'immigration. C'était surtout des luttes, c'était un office judiciaire qui luttait contre les réseaux d'immigration clandestine qui exploitent donc l'immigration clandestine. Parce que vous avez plein de réseaux qui en général sont, il faut le savoir ça aussi, qui sont montés par les citoyens originaires des pays. Les Chinois vont trafiquer des Chinois, les Afghans vont trafiquer des Afghans, etc. Et qui gagnent beaucoup d'argent sur ce trafic-là en faisant venir les gens. Et qui les exploitent ensuite, il y a la traite des êtres humains, etc. Donc c'est un très bel office qui est très très efficace pour le coup. Maintenant, on parle d'un autre sujet qui est très important, c'est les OQTF, c'est les expulsions d'étrangers, à quel titre que ce soit, parce qu'il n'a pas le titre de séjour et il n'a pas le droit d'être sur le territoire national, ou parce qu'il a déjà commis des méfaits au territoire national. En termes d'immigration, vous avez un type d'immigration qui est une immigration que moi je qualifierais d'immigration agressive. Immigration agressive, c'est une immigration qui sur laquelle vous avez des étrangers qui commettent des méfaits, soit terroristes, soit de criminalité d'une manière générale, importante, et dont on subit les effets, dont le citoyen subit les effets. Alors le citoyen
à la fois français, mais aussi celui qui est sur notre territoire national, issu de l'immigration, qui subit aussi cette focalisation sur les étrangers qui est due à ces étrangers agressifs. Eh bien, pourquoi les OQTF, on n'arrive pas, ces ordres de quitter le territoire national, on n'arrive pas ou peu à les mettre en application? D'abord, et là je fais un espèce de mea culpa puisque j'étais dans le camp d'Emmanuel Macron, il a été bien péremptoire et imprudent de dire qu'on va les réaliser exécuter à 100%. 100%. Ça, il l'a dit. Hein. Oui, il a dit, c'est pour ça. Ça, c'est infaisable parce qu'il y a toujours des situations particulières, des évolutions. Voilà. Mais par contre, il faut en exécuter le plus possible. C'est-à-dire que normalement, on devrait comprendre que quand un étranger en situation irrégulière commet un délit, alors on va dire d'une certaine importance, dont il faudrait fixer l'importance, il doit être expulsé une fois une partie de sa peine faite, ou alors s'il s'apprête à commettre un attentat ou un délit important, il doit être expulsé immédiatement. C'est ce qui se fait de plus en plus. Le nombre d'expulsions a augmenté depuis que Gérald Darmanin est au ministère de l'Intérieur. Mais il est bien isolé, encore une fois, je le répète. Mais pour autant, c'est difficile pour plusieurs raisons. D'abord, une raison de mentalité à la française et de l'ensemble de la population politique à la France. Toute une population politique s'oppose à ça. Parce que on est dans l'intégration, on est dans le fait d'accueillir, on est dans le fait que on est en fait dans un désarmement total de notre situation. Moi, je l'ai vécu dans la majorité à laquelle j'appartenais, la majorité En Marche, qui était un ensemble de gens venus d'un peu partout, y compris de la société civile. Mais moi, qui avais vécu 40 ans de policier, en sachant, et en particulier à l'OCRIES, et en particulier à la police des frontières, la police aux frontières, pardon, je savais qu'il y avait un certain nombre de choses à faire, à avoir, et à faire en sorte de se séparer de personnes dont on pouvait se séparer. C'est quand même une opportunité, et je pèse mes mots, de dire que vous avez en face de vous un étranger agressif, un étranger qui a commis quelque chose, on a le moyen de s'en séparer rapidement. Il y avait cette mentalité qui allait contre. Maintenant, les choses évoluent. Même les gens classifiés à gauche, je pense en particulier à Emmanuel Valls, qui est toujours à gauche, hein, quand même. Oui, c'est vrai que parfois on a du mal à... Emmanuel Valls, mais aussi Bernard Cazeneuve, on reprendra un peu les choses qu'il avait dit à l'époque, sont pour ça. Je signale aussi que l'ancien président de la République, François Hollande, après les attentats, était pour la déchéance de nationalité. Exactement, sauf que ça n'a pas été au bout. Ça n'a pas été au bout parce que tout le monde s'y opposait, y compris ceux qui les défendaient le plus, c'est-à-dire y compris les gens d'une droite rude ou d'une droite moins rude. À un certain moment, ils l'ont laissé en rase campagne parce que c'était l'autre camp qui proposait. Parce qu'en politique, c'est souvent ça. En politique, on a ça. Moi, je l'ai vécu aussi. C'est pour ça aussi que je m'en suis écarté. Quand quelqu'un d'à côté propose quelque chose de bien, ben on ne va pas le prendre parce que c'est lui qui a proposé. Et donc, il y a cette mentalité. La deuxième chose, c'est que pour mettre en place une OQTF, il faut que le pays d'où arrive de la nationalité de celui qu'on expulse l'accepte. Il donne un laissez-passer consulaire. Laissez-passer consulaire. Quand il n'a pas de papier. Quand il a des papiers, on peut le renvoyer. Quand il n'a pas de papier, il faut un laissez-passer consulaire. Et là, on a des vrais gros problèmes avec les pays du Maghreb. Ça s'arrange un peu avec le Maroc et la Tunisie. On a des vrais gros problèmes avec d'autres pays aussi. À un certain moment, on avait des problèmes avec l'Albanie. C'est incroyable. On les a réglés. Avec l'Algérie, c'est un problème qui est à mon avis insurmontable. Il va falloir trouver d'autres systèmes parce que l'Algérie ne joue pas le jeu. Il ne jouera jamais le jeu là-dessus. Donc voilà, il y a ces problèmes. Pourtant, une grosse partie des personnes sous OQTF sont d'origine algérienne. Oui. Je ne sais plus quelle proportion, mais c'est assez important. Il y en a. C'est pas la première nationalité. Il y en a beaucoup. Il me semble que c'est la première. Ouais. De toute façon. Donc voilà pourquoi c'est difficile à mettre en place. Mais pour autant, le mouvement grandit. Voilà. Après, derrière ça, vous avez aussi
l'action de l'Europe. Moi, quand j'ai été chef de l'OCRIES, mais j'ai été aussi, avant de prendre le commandement du RAID, sous-directeur chargé de l'international à la police aux frontières. Et en charge, et j'étais présent à Frontex souvent, avec un préfet qui représentait la France. On était souvent à Frontex et on voyait quand même qu'il y avait des initiatives pour faire en sorte qu'on puisse faire des vols communs, des vols regroupés pour expulser des gens, à l'époque en Afghanistan, mais en Afghanistan à l'époque où il y avait nos soldats français. Ouais. Donc ils se battaient pour avoir... Avant 2011, quoi. Voilà. Ouais. Et donc, les gens qu'on aurait expulsés en Afghanistan étaient sécurisés puisqu'on les expulsait dans la partie française et après ils faisaient leur vie. Eh bien, il a été impossible à Frontex à l'époque, il y avait une mentalité qui était dirigée par des gens, par des Nordiques. Ils étaient dirigés par un Finlandais, Frontex à l'époque, moi j'ai connu, qui ne connaissait pas les problèmes de migration que nous avions, dans les pays latins en particulier. Maintenant ça a changé, que la Suède souffre de l'immigration, beaucoup de pays du Nord, donc les points de vue ont changé. Eh bien, Frontex, à l'époque, mettait des bâtons dans les roues pour ces expulsions groupées, à tel point qu'on n'a jamais fait... Moi, je suis resté 4 ans à l'OCRIES, je suis resté 1 an et quelques, donc 5 ans à peu près à la police aux frontières. J'ai jamais vu un vol groupé qui a fonctionné, jamais, jamais. Et l'Europe aussi s'opposait à ça. Maintenant, c'est un peu différent. Il y a eu un pacte sur l'immigration avant les élections parlementaires. Et depuis, vous avez eu aussi des élections parlementaires en Europe, qui ont fait monter quand même une partie un peu plus intransigeante dans ce domaine, on va le dire comme ça, une partie un peu plus intransigeante politique, et qui va sans doute faire évoluer les choses vers plus de fermeté dans ce domaine-là. Je l'espère, je le souhaite, d'une manière globale. Alors je souhaite, moi, que ça soit fait au niveau européen, je souhaite que ça soit fait au niveau français, de manière à pouvoir contenir ces flux d'immigration et remplacer cette immigration submersive par une immigration sélective, c'est-à-dire une immigration que l'on choisit parce qu'on a besoin de l'immigration. On a besoin non seulement pour la main-d'œuvre, mais pas que. On en a besoin pour les talents, on a besoin de médecins, on a besoin d'un certain nombre de migrants sans lesquels la France ne va pas pouvoir fonctionner les prochains temps. La meilleure des preuves, c'est que l'Italie J'allais y venir, de Giorgia Meloni régularise 400 000 personnes, 400 000 étrangers. Mais là, elle baisse de 65% l'arrivée des clandestins cette année. Oui, parce que ça fonctionne ce qu'elle a mis en place. Oui, mais en même temps, c'est la pompe aspirante pour l'Espagne et la Grèce. Eh oui. Donc, c'est d'où l'intérêt d'avoir une réponse européenne. Une réponse européenne et collective. La réponse de Meloni, elle est construite sur un certain nombre de choses, des accords bilatéraux avec la Libye, avec la Tunisie. Mais il faut que ça fonctionne sur l'ensemble des choses. Parce que sinon, effectivement, les routes migratoires, elles sont bien connues. Les Canaries en ce moment, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, les Balkans, etc. Bien sûr. Alors, je voulais en venir sur la question du terrorisme. Chez Omerta, nous avons on s'est interrogé sur un phénomène qui est sous-jacent, qui existe depuis très longtemps dans ces questions des affaires de terrorisme. L'assassinat de Samuel Paty, l'assassinat de Dominique Bernard, exécuté par des ressortissants ou tchétchènes ou liés aux républiques du Caucase. Et on a voulu aller donner la parole, essayer de comprendre ce qui se passait dans cette communauté tchétchène, à la fois chez Kadyrov, en Tchétchénie, mais aussi dans les Alpes-Maritimes, là où cette communauté a pas mal de ressortissants. On a voulu s'interroger et je voulais vous faire réagir. Alors là, je vais vous montrer un extrait du documentaire et ensuite je vous fais réagir. Voilà. Regardez, avec Samuel Paty, tout ce qui passait. Première question pour moi, si aujourd'hui je peux voir quelqu'un responsable pour le ministre intérieur, pourquoi vous ne l'avez pas qui a tué, pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Et pourquoi vous ne l'avez pas interrogé? Pour quelle raison c'est passé? Comme je dis, jeunesse
aujourd'hui, il y a beaucoup de réseaux sociaux, comme réseaux sociaux, qui regardent Internet, n'importe quel... Ça, c'est aussi problème pour les... L'accès à la propagande. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que nous travaillons pour, comment dire, pour que notre jeunesse n'ait pas suivi cette propagande, tout ce que montre dans n'importe quel réseau. Quand vous avez eu affaire par votre présidence des Sages des Alpes-Maritimes à des jeunes radicalisés, est-ce qu'ils vous donnent des raisons de cette radicalisation? Bien sûr, je ne donne pas aucun, parce que ce n'est pas de notre mentalité de radicaliser. Oui, mais pourquoi ils sont devenus radicaux? Première chose, pas de père à côté, pas de père qui peut imposer son vrai mot. Parce qu'il y a beaucoup de... Son parents sont morts à la guerre. Et toujours pour les garçons, surtout pour les garçons, il faut avoir ou le père ou le oncle, qui déjà connaît bien, c'est-à-dire toute la vie, il est avec sa sagesse. Quand je vois aussi le comportement des jeunes ici, en France, même notre jeunesse, pourquoi elles ont comportement? Parce qu'il y a beaucoup de liberté. Et ça, c'est d'un côté, quand on dit des dictatures, c'est peut-être, il faut parfois les jeunes punir pour qu'ils suivent c'est-à-dire ses coutumes, ses traditionnels. Après, oui, il y a des dictatures aussi, mais il y a des choses il y a certaines catégories de gens qui méritent dictature. Aujourd'hui, on ne peut pas lâcher les jeunes, faites, comme on dit ici, la liberté d'expression. Non, la liberté d'expression, ce n'est pas signifié que vous pouvez dire n'importe quoi. Il faut peser chaque mot. Alors, c'est l'un des responsables des sages des Alpes-Maritimes, de la communauté tchétchène. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez des propos comme ça? Et pourquoi cette communauté, pourquoi il existe comme ça sur le territoire national, une sorte de véritable archipel de communautés? Est-ce qu'on va vers le communautarisme? Et est-ce que, voilà, finalement, un des dangers liés justement à la question du terrorisme, puisque vous avez été en responsabilité, n'est pas lié justement à ce communautarisme qui arrive? Il est clair que les dangers du terrorisme et du djihad et du terrorisme, du djihad le plus violent et de l'islam radicalisé, vont trouver leurs troupes dans des communautés, déjà dans des communautés de ce type-là, pas tous, hein, bien évidemment, mais ça sera... voilà, il y a une espèce de résonance là-dedans. Et trouver aussi le reste de leurs troupes, non seulement dans des communautés, mais aussi dans une espèce de terreau installé en France, de gens qui sont soit étrangers, soit de deuxième ou troisième génération, et dont le principal trait de caractère, c'est de se victimiser par rapport à la société actuelle. Ce que dit ce responsable-là est très intéressant, pas forcément très juste vu de notre côté, mais quand même intéressant la manière dont il réagit. Il y a trop de liberté dans notre pays. En fait, en réalité, et peut-être que, dit-il, les dictatures sont plus à même de régler ça. En fait, non, on s'aperçoit qu'en Russie, le nombre d'attentats est important aussi, il est sanglant. Et les dictatures n'ont pas trouvé non plus cette manière de juguler cette problématique-là. Moi, je suis un ancien policier, policier républicain, un membre élu du Parlement, donc j'aurais du mal à prôner la dictature et certainement pas. Je prône cette liberté et cette nécessité de vivre en liberté, mais dans une liberté dans laquelle les gens doivent respecter les règles et personne ne doit embêter personne. Ça, c'est une chose importante. Après, vous avez aussi des communautés. Aujourd'hui, on est sur il faut bien le reconnaître, soyons honnêtes, on est sur de l'extrémisme essentiellement religieux
islamiste, qui vient de l'islam, la partie la plus dénaturée de l'islam. On n'a pas d'autres types d'extrémisme religieux dans d'autres religions sur le territoire national. On l'a eu, on n'a plus. On a peut-être aussi des revendications qui sont des revendications politiques. On l'a eu, je pense en particulier à l'extrême gauche avec Action Directe, je pense à des attentats aussi d'indépendantistes dans certaines parties du territoire national. Mais aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est cet islam radical. Et l'islam radical, il est véhiculé par toutes les voies. Donc cette voie-là en est une, elle prend de plus en plus d'importance, mais les communautés sont de plus en plus surveillées. Oui, c'est ça, c'était ma question après. Oui, les communautés sont de plus en plus surveillées. La problématique, c'est que dans ces communautés, comme dans d'autres, le passage à l'acte est souvent maintenant individuel. C'est-à-dire que, alors d'abord, ce n'est pas la communauté qui va dénoncer... Évidemment. Parce qu'il y a une espèce d'omerta et de solidarité, de mauvais aloi, mais le passage à l'acte individuel fait que les services de renseignement ont du mal à détecter parce que, comme il n'y a pas de relations téléphoniques, techniques, etc., et c'est difficile d'avoir les sources techniques, les sources humaines, etc., dans les communautés. Pour autant, il faut y être attentif et ce type de menace est importante. Aujourd'hui, la France, comme d'autres pays européens, souffre d'un terrorisme d'intérieur qui est produit par les gens qui se trouvent à l'intérieur. Endogame, voilà, qui va se passer à l'acte assez rapidement en ayant peu de relationnel et c'est difficile à le voir. Néanmoins, les services de renseignement, les services d'intervention, les services judiciaires ont déjoué un certain nombre d'attentats. Ça ne veut pas dire que les attentats venant de l'extérieur, comme on a connu en 2015, corrélés à l'extérieur, ne soient définitivement écartés. Il faut être attentif à ça. Pour l'instant, ce nombre d'attentats-là, en tant que tel, a baissé. La menace en tant que telle est pour l'instant stabilisée. Je dis bien stabilisée, ce qui veut dire qu'elle peut revenir si une situation est particulière le favorise. Et les conflits, par exemple, de la Russie en Ukraine, la déstabilisation totale que fait la Russie sur un certain nombre de choses peut favoriser ça. Gaza également ? Gaza également, je serais plus circonspect, moi, parce qu'on entend une petite musique qui dit... en combattant les terroristes à Gaza, on combat les terroristes de la terre entière. J'en suis pas persuadé. Je n'ai aucune, compte tenu de ma vie antérieure, moi, et compte tenu du massacre, du pogrom abominable du 7 octobre, avec des massacres abominables, enfin bon, j'ai aucun problème, moi, à ce que l'État d'Israël se défende le plus sévèrement possible et essaye d'éradiquer complètement le Hamas, qui est un groupe terroriste. Le Hezbollah, de l'autre côté, en étant un autre. Ça ne me pose aucun problème. Pour le coup, je ne pense pas que cette guerre contre des terroristes nous empêche d'avoir des attentats terroristes parce qu'on a un autre type de terroriste. Alors, on a vu quand même un individu prendre des jerrycans d'essence, tenter de... Oui. Au Gros du Roi, de mettre le feu à une synagogue. Oui, on a vu aussi des... Au nom de la Palestine, avec un drapeau palestinien. Oui, vous avez raison, et on a vu même en Allemagne et Bien sûr. au Danemark des arrestations de gens du Hamas qui s'apprêtaient. Mais globalement, on aura une menace terroriste qui demeurera ce qu'elle est, c'est-à-dire importante. Pour le coup, par contre, on a des affrontements entre... espèce d'ensemble
pro-palestinien, quelquefois orienté politiquement, d'autres fois peut-être plus naturel, et une augmentation des actes antisémitisme corrélés. Donc là, on a une vraie problématique. Ce dont je me demandais, mais je n'ai pas la réponse, c'est de savoir si au Proche-Orient, cette action-là, qui est légitime, je le répète, et qui va sans doute perdurer, ne nous crée pas plus de futurs terroristes qu'elle n'en détruit aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et ça, c'est une pensée simplement pragmatique de l'ancien flic antiterroriste que j'étais. Est-ce que les choses n'ont pas empiré avec ça? Donc voilà, c'est tout cet ensemble-là qui est difficile à définir. Jean-Michel Fauvergue, j'ai une dernière question. Vous avez vécu, on l'a rappelé tout à l'heure et vous en avez reparlé tout de suite, vous avez été dans le gros de l'affrontement, on va dire, entre le début de votre arrivée au RAID et la période de 2015 face à une avalanche de faits, j'ai oublié Magnanville également, liés à l'islamisme radical en France. On a noté depuis cette époque-là que les actes commis au nom de l'islam radical s'apparentent aujourd'hui plus à des attaques au couteau, à des choses impliquant des individus isolés, auto-radicalisés ou faisant partie d'une sphère, mais ou écoutant des prêches à droite et à gauche, mais décidant eux-mêmes de passer à l'attaque. Est-ce qu'on doit cette réalité, certes importante, mais moins meurtrière, on va dire que les quelques 250 morts qu'ont fait les attentats de la cellule Bruxelles-Paris à cette époque, en 2015, plus l'attentat de Nice aussi, si on doit le rajouter, où là c'est un individu isolé. Mais est-ce qu'on peut constater, est-ce que c'est le progrès des services de renseignement, du fait que ces individus, quand ils se rassemblement, quand ils dialoguent, laissent des traces et qu'on arrive à les appréhender? Est-ce que c'est ça essentiellement qu'on a amélioré Parce qu'on entend toujours Gérald Darmanin nous expliquer qu'il y a 7 attentats qui ont été déjoués. On ne sait pas très bien pourquoi, comment. On n'a évidemment, naturellement, pas les informations. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on a progressé là-dedans? Oui, la France progresse au fur et à mesure qu'elle... Ou est-ce que c'est la défaite de Daesh aussi? C'est tout, c'est un ensemble. La France progresse au fur et à mesure qu'elle est attaquée. Je rappellerai que les attentats terroristes islamistes ne datent pas d'hier. À la fin de la guerre d'Algérie, depuis la fin de la guerre d'Algérie, la France a toujours été attaquée là-dessus. Plus d'autres terroristes, d'autres mouvances indépendantistes dont j'ai parlé tout à l'heure, extrême gauche, etc., etc. Mais et au fur et à mesure, gouvernement après gouvernement, ça il faut leur rendre cette grâce-là, c'est que gouvernement après gouvernement, les ripostes et les constructions juridiques et législatives se sont accumulées, se sont renforcées. Donc ça veut dire qu'en France aujourd'hui, on a un corpus légal qui est important et qui permet de lutter correctement avec des incriminations judiciaires qui sont importantes et qui permettent de lutter correctement contre tout type d'attentat. La deuxième chose, c'est que dans ce domaine-là, quasi uniquement, on a des magistrats qui n'ont jamais eu la main qui tremble au niveau du terrorisme. Maintenant, l'état de la menace a effectivement évolué. En 2015, et vous aviez raison Régis de le souligner, en 2015, on était sur des attentats de réseau, projetés. Et conçus à Raqqa. Exactement. Et en 2015, on a nos forces armées qui contribuent à la lutte antiterroriste en bombardant le Levant. Opération Chamal. Voilà. Et ça nous permettait de maintenir les combattants français à l'extérieur et de les neutraliser là-bas, pendant que nous neutralisions, quand je dis nous, c'est les forces de sécurité intérieure, gendarmes, policiers, etc., neutralisation de l'intérieur. Mais on a eu... et donc, petit à petit, cet attentat de réseau s'est transformé en attentat endogène sur notre territoire national, vous l'avez dit tout à l'heure. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas plus important que l'autre. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, on a eu Nice. Nice, c'était un seul individu radicalisé. Qui fait quasiment le bilan du Bataclan. Exactement. Tout donc tout ça, il faut être très attentif. La difficulté, je l'ai dit aussi, c'est d'avoir du renseignement, parce que quelqu'un qui va agir seul,
par définition, on a beaucoup moins de renseignements. Il ne va pas parler, il ne va pas y avoir des... Donc, il faut être attentif. Les services de renseignement se sont évidemment spécialisés, ont été renforcés. À partir de 2007, ils ont été renforcés énormément, mais ils l'étaient déjà, il faut bien le reconnaître aussi, avant... à l'époque où Bernard Cazeneuve était ministre de l'Intérieur, donc ils ont été renforcés. Les moyens ont été renforcés, techniques, technologiques, malgré une opposition constante toujours les mêmes qui voudraient désarmer la France au Parlement, plutôt sur l'extrême gauche que sur l'extrême droite, il faut le signaler. Et donc les moyens sont devenus de plus en plus importants. La collaboration avec les autres pays européens, mais aussi avec les pays qui sont impliqués, qui sont tapés par le terrorisme, les pays du Maghreb d'une manière générale, ou d'autres pays, se fait de mieux en mieux. J'en suis pas sûr, mais je pense qu'il y a toujours eu un réseau, un fil de relationnel avec la Russie en ce qui concerne la lutte contre l'antiterrorisme. Donc, c'est un problème qui est pris dans son ensemble. Pourquoi ? Parce que tout le monde a bien conscience que, en combattant le terrorisme, on ne combat pas de la criminalité organisée. La criminalité organisée, elle profite des règles des sociétés, que ce soit les sociétés démocratiques ou les autocraties. Elle profite des règles de la société pour faire du fric. Le but, c'est de faire du business. Le terrorisme, pas du tout. Ils veulent mettre en place... Ils s'attaquent à notre mode de vie. Ils s'attaquent au mode de vie, que ce soit le nôtre, que ce soit celui des autocraties. Et donc, tout le monde a intérêt à collaborer pour... mais aussi, il faut travailler en amont de ce terrorisme, sur le terreau du terrorisme. Il y a eu la grosse loi sur le séparatisme qui a été votée en 2021, il me semble, ou 22, je ne sais plus exactement, qui prévoit un certain nombre de choses. Vous avez vu que dernièrement, on n'accepte plus d'imams venus de pays du Maghreb. Au niveau associatif, on contrôle les associations cultuelles. Il y a tout un tas de choses qui s'est mis en place, peut-être sans doute pas assez. La mosquée des Bleuets à Marseille. Il faudra continuer à travailler là-dessus, mais il faut se doter de ces instruments-là qui sont des instruments d'une démocratie forte. Quand nous avons passé en 2017, dès que nous sommes arrivés, quand nous avons passé les instruments de l'état d'urgence sur la loi, en particulier les perquisitions administratives, etc. Aujourd'hui, c'est quelque chose, pendant les Jeux Olympiques, dont on s'est servi. C'était la loi sur la lutte contre le terrorisme et la sécurité intérieure. Donc nous nous sommes servis de ça, et c'est important de le garder et de continuer à travailler dessus. Il y a eu des menaces terroristes qui ont été circonscrites pendant les JO. Oui, bien sûr. Gérald Darmanin l'avait dit. Alors à quel niveau ? Moi, je ne sais pas, je ne suis plus mais il y a des menaces, effectivement. Il y a eu des attentats, des tentatives d'attentats, ou des gens qui avaient la volonté de faire un attentat, même des gens isolés, quoi. Sur Bordeaux en particulier. Enfin bon. Mais ce corpus de règles qui nous défend et qui défend notre démocratie face à des gens qui veulent nous ramener à la préhistoire, ou du moins au Moyen-Âge de l'islam, à leur Moyen-Âge à eux. C'est important de les conserver, de les continuer à les cimenter, de continuer à les augmenter. Et ce n'est pas si évident de ça, parce que vous avez des groupes politiques en particulier, mais aussi des ONG ou qui se prétendent tels, des associations, etc., qui veulent casser ce système-là parce qu'elles sont, pour des raisons idéologiques et dogmatiques. Certains parlent d'idiots utiles, de crétins utiles, comme disait Lénine. Ce sont en tout cas des chrétiens utiles, qui, si jamais il y a un califat qui s'installe, qui sont les premières victimes.
Merci beaucoup Merci, Jean-Michel Régis. Fauvergue. C'était un vrai plaisir de vous entendre, d'avoir votre analyse, votre expertise dans ces temps troubles et dans lesquels les problématiques de sécurité sont absolument essentielles. Je vous remercie, chers auditeurs, de votre attention. J'espère que cet entretien vous a plu. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Grand Entretien sur Omerta, sur la chaîne YouTube d'Omerta. Soyez au rendez-vous. À très bientôt. Merci.